Salut mes pirates, c'est le Captain Crochet, boum, pour une nouvelle vidéo. Ça fait plaisir dans un format dont vous avez l'habitude, un portrait de carrière. Aujourd'hui, j'avais envie de faire, et d'ailleurs j'ai envie de faire depuis un moment, je te dirais même que j'ai envie de faire depuis ça, depuis 2019, après un combat que j'ai trouvé passionnant, et je me disais, c'est un mec, il faudrait qu'on en parle plus sérieusement que ça. Et je voulais vous faire un portrait de carrière d'un poids lourd qui finalement aura été une figure de, du microcosme de son époque, de sa génération, qui ne sera, qui n'a jamais été et qui ne sera sans doute jamais champion du monde. Maintenant, on peut le dire avec pratiquement de la certitude, mais qui est une carrière à réévaluer, où il faut se repencher dessus, parce que pour moi, c'est une carrière véritablement euh, qui a une stature, qui a une importance, qui a une valeur et qui n'est pas regardée comme telle. C'est une, j'ai envie de te dire, c'est une vraie carrière de poids lourd à l'ancienne pour un, et j'en ai encore envie de te dire, pour un vrai poids lourd euh, de son époque. Voilà. Une carrière même ouais, qui sent bon, si l'on peut dire, qui sent bon les années 70 aussi, alors que c'est une carrière qui se fait sur 2 décennies, les années 2000, les années 2010. C'est un personnage, je pense à sa part, parce que avec lui, on voit les prémices de, de ce que seront d'autres personnages plus importants de cette catégorie des poids lourds qui arriveront plus tard. On voit avec lui aussi les limites de cette catégorie si compliquée des lourds, où on oscille entre lourd naturel et super lourd, euh, pratiquement imprenable, si on peut dire, par la taille, par le poids, par la dimension, pour certains par la chimie. Donc il exprime énormément de choses, je trouve. Il est symptomatique d'une euh, de ce questionnement qu'on a éternellement sur les poids lourds. Et ce portrait, c'est le portrait de The Nightmare. On oublie que c'est son surnom. Voilà, un surnom qui pète, un surnom qui sent bon les films d'horreur, Michael Myers, Halloween ou Jason. Et ben, c'est bien sûr euh, Chris Areola. Chris Areola, pour moi, est une figure euh, de la boxe poids lourd qui, euh, qui certainement va, dans la mémoire des fans, va très vite disparaître quand il arrêtera complètement sa carrière. Il est vraiment sur la fin. On est vraiment, vraiment sur la toute fin. Y a-t-il encore un combat avec Chris Areola? C'est la grande question que nous nous poserons à la fin de, cette, de cette émission. Oh là là, je parle comme un mec de télé. Voilà, alors j'ai ma petite balle de baseball aujourd'hui parce que on parle d'un grand, grand fan de baseball, des Dodgers. Voilà, j'aurais pu, si jamais j'avais pu avoir un entretien, une entrevue avec Chris Areola, je sais comment j'aurais pu me l'amadouer le Chris, le Nightmare, mais malheureusement, il n'a jamais répondu à mes demandes. Voilà, c'est pas grave, c'est normal. C'est normal. Je le comprends aussi. T'as un mec avec un nom complètement bizarroïde qui vient t'accoster en message. euh, c'est vrai que qui réfléchit à 2 fois. Voilà. Mais je ne suis pas un spam. Allez le traduire pour Chris et pour les autres. Mais voilà, Chris Areola, c'est vraiment une carrière d'un poids lourd qui a un physique. Et là, véritablement, si on parle de physique, puisque notre œil est aiguisé quand même, qui est loin d'être un athlète, qui est un poids lourd naturel, voilà, dont le physique trahit souvent, la plupart du temps, c'est haut et c'est bas. Je m'explique. C'est haut quand Chris était sérieux sur sa carrière, et aussi quand Chris euh, avait ses penchants très dilettantes envers la boxe. Il a été connu comme ça, pour ça, et le dernier combat en date auquel on pense pour lui en ce moment, dans la rumeur qui circule, est peut-être avec un mec qui l'a battu sur ce terrain,
du dilettantisme, si je puis dire. Mais pourquoi Chris Areola était quand même une... Alors, il a pas un physique d'Apollon, il a une boxe rugueuse, on n'est pas chez les esthètes, quoique on, on a souvent vu de haut dénigrer son IQ et ses fondamentaux boxe, qui sont plus qu'honorables et qui sont à remettre dans la balance de votre analyse. Mais bon, c'est pas, on n'est pas sur, on n'est pas sur un esthète, on n'est pas sur, voilà, on n'est pas sur un artiste, c'est sûr. Mais on est sur un boxeur complètement qui intègre complètement cette boxe de poids lourd. Voilà, qui est une boxe qui, euh, c'est à toi ou à moi, et un des deux tombera. Voilà, ce qui est logique chez les poids lourds, qu'on a tendance à oublier véritablement. On a tendance à, à oublier, à penser les poids lourds comme on pense les super welter, les welter ou les légers. C'est-à-dire que quand il y a un knockdown ou quand un poids lourd chute, on est tout de suite sur il est fini, alors que c'est terrible, c'est inhumain, mais ça fait partie, c'est une partie intégrante de cette boxe spécifique. Et donc, Chris Areola va devenir une figure pour tous les fans hardcore dans les années 2000 parce que c'est ce poids lourd auquel on ne croit pas trop, parce que bon, à l'œil, il n'est pas dans nos critères, on ne croit pas trop, mais qui va à chaque fois se révéler et qui va avoir. Enfin, moi, j'ai le souvenir d'upset. J'ai le souvenir de. Avec Chris Areola, il y avait une émotion qui se dégageait. Et donc, moi, qui ai regardé beaucoup toutes les soirées, les pay-per-view HBO, euh, que ça soit chez les amis ou surtout dans les bars sportifs, et ben, Chris Areola est devenu une figure dans les sous-cartes de grands combats. J'ai en mémoire, alors peut-être je me trompe parce que ça commence, je vous parle de mémoire, mais dans des sous-cartes de Miguel Cotto à vérifier, je me souviens de plusieurs combats de Chris Areola où la première fois on le découvre, on pense il va se faire allumer. C'est lui qui allume. Ah, ok. Un combat où il est complètement perdu et retournement de situation. Donc, on avait dans cette période creuse, quoi, ce désert émotionnel qu'ont été les poids lourds à partir de, ouais, à partir de 2002-2003 jusqu'à loin, hein, jusqu'à très loin. Dans ce désert, voilà, a été une figure d'émotion. Voilà, moi je me souviens très bien que on, on était beaucoup plus attentifs entre nous, devant les écrans là, comment dire, les groupes de fans étaient beaucoup plus attentifs au bout d'un moment sur sur les combats de Chris Areola. On portait vraiment notre attention parce que la dernière fois on s'était fait un peu avoir à regarder ça d'un œil et merde, on a raté un truc de dingue. Et donc voilà, et puis Chris Areola c'est aussi un personnage complètement franc avec des interviews d'après combat euh, à mourir de rire. Vous pouvez retrouver, alors je sais pas si c'est encore dans les années 2000 ou si c'est après 2010, mais il y en a une qui est extraordinaire avec Max Kellerman, on a encore à l'époque HBO, où Max lui demande d'analyser ce qu'il voit sur l'écran parce qu'ils ont un petit moniteur. Et donc le temps que le replay se mette en route, il se voit. Il fait alors là je suis à côté de toi en train de te parler. Enfin bref, à mourir de. Je me souviens qu'on avait tous éclaté de rire. Retrouver cette interview, elle est géniale, mais je me souviens plus exactement quel moment de sa carrière elle arrive. Et donc c'est des upsets, c'est des émotions, et finalement c'est un nom qui émerge chez les Américains sur le marché américain. Je vous en parle tellement, je vous en ai tellement parlé, ce marché américain pour les poids lourds qui est si important. Et donc c'est un nom qui émerge, et comme il émerge, on va lui donner sa chance pour un titre mondial.
Ça se passe en 2009, ça se passe au Staples Center, on est à Los Angeles. Terrain de, ville de Chris Aerola, énorme fan des Los Angeles Dodgers. Et donc, voilà, je vais tout de suite vous mettre. Alors là, vous voyez par exemple, c'est le genre de photo, j'ai oublié de vous le dire, mais le genre de photo qui représente le début de carrière de Chris Aerola. Voilà. C'est le Chris des années où il arrête le mec alors que il aurait dû se faire arrêter. Voilà. Mais donc, la chance se fait contre Brother Klitschko. Voilà. Vitaly Klitschko. Et on a là, je pense que de toute façon, même sur son lit de mort, alors, j'extrapole énormément, mais je pense que sur son lit de mort, il en aura encore des regrets, il s'en bouffera encore les doigts, parce que Chris arrive, et on le savait déjà, hein, c'était des rumeurs qui traversaient déjà la communauté boxe, que Chris, il pouvait complètement débloquer et pas être si sérieux que ça pour préparer des combats. Voilà, parce que c'est un mec qui allait au charbon. Et donc, voilà. Et ce combat-là, je pense qu'il arrive affûté physiquement, parce qu'il essaye d'être sérieux là-dessus, mais sauf qu'il n'arrive pas affûté stratégiquement. Voilà. Face à un mec qui est largement plus grand que lui, avec une allonge démentielle à devoir gérer, et un Chris qui, je vous dis, ne va rien pouvoir faire, alors qu'à mes yeux, surtout en ayant analysé en l'ayant revu des années plus tard, surtout que je pense que malgré ce qu'on pense, il avait les skills pour peut-être faire quelque chose, ou au moins avoir une prestation d'une autre dimension. C'est pas ce qui se passe. Il est un peu lourd sur ses appuis, il n'y a aucun mouvement de balancier, la tête ne bouge pas, une tête qui ne bouge pas avec une tête qui ne bouge pas constamment avec le frère Klitschko. Tu te manges des jabs pleine puissance pendant 10 rounds, des 1-2, ça ne fait que ça, des 1-2 que tu arrives très mal à gérer, il y a même des uppercuts qui passent et qui font mal, moi je me souviens encore de ce combat, très 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 frustrant, et donc un Chris qui se fait arrêter par son coin, je crois à l'annonce du 10e round, vous vérifierez, mais grosse déception, parce que ce qui était bien avec Areola, c'est qu'il avait créé une hype, mais une hype qui, pour nous fans, n'était pas une hype factice, vu que il nous avait donné tellement d'émotions à son niveau, évidemment. Je vous parle évidemment de son niveau de l'époque. Mais ça va pas, ça marche pas. C'est une extrême déception. Et donc, mes pirates, on se dit, bon, il va repartir à son vrai niveau. Mais est-ce qu'il a vraiment loupé le seul coche de sa carrière? C'est ce qu'on se dit. Voilà. Alors, toujours, on va enlever ce combat qui est un combat qui fait mal. Alors, toujours avec Chris Areola, ce qui est bien, c'est que ce mec-là, je pense que dos au mur, par rapport au business, dos au mur, le mec, en fait, se sauvait. Il arrivait toujours parfois à sauver les meubles, mais la plupart du temps à faire taire ses plus gros détracteurs avec quoi? Avec des chaos. Et donc il se remancelle directement quelques mois plus tard contre Brian Minto, qui était à l'époque qui était monté pour être peut-être un futur nom de la catégorie. Et il l'allonge dans un combat, je me souviens plus trop, mais je crois que c'était un combat encore une fois difficile. Et donc bon, alors on se dit contre le Klitschko ça a merdé, mais le mec, encore une fois, c'est le gars qui merde en championnat du monde, mais contre tous les prospects ou tous les potentiels challengers,
c'est le gars qui peut te les allonger. Donc en fait, il revient tout de suite chez les poids lourds. C'est très rapide pour venir tout de suite à l'avant-scène. Et avec un combat, alors là, que je pense qu'il faut revoir à la hausse, parce que c'est un combat qui est complètement oublié. Je crois que c'est son deuxième ou troisième combat après sa chance mondiale, contre Thomas Adamek, le Polonais, qui oscillait entre les cruiserweights, c'était un vrai cruiserweight, mais qui tentait sa chance chez les heavyweights. T'as vu comment les baraques, alors que c'est un tout petit heavyweight. Hein. C'est un tout petit heavyweight. C'est là que tu te dis, c'est fou. C'est fou, je dis, hein. C'est complètement fou. Mais Thomas Adamek avait alors qu'on aime quand même pas, c'était un pedigree box, quoi. Je veux dire, il y a les fondamentaux box, c'est quand même un genre de boxeur. Adamek qui a même commencé chez les Minots, parce qu'il y a un combat exceptionnel contre un de mes protégés, Chad Dawson. Je pense que je vous en avoir déjà parlé par le passé. Donc, quelle carrière Adamek, hein. Il est monté en poids, et il a quand même fait des grands combats. Et contre Chris Arreola, ils vont faire un grand combat de poids lourd, qui pour moi résonne comme un grand combat de poids lourd à l'ancienne. C'est-à-dire avec des morphotypes de mecs où tu vois bien que Adamek il est au maximum de ce qu'il peut donner. Chris Arreola est dans son naturel, dans le naturel de son physique. Et finalement, moi, c'est ce que je recherchais. Parce que on était déjà dans cette perception qu'on avait déjà affaire à des super heavyweights et que et en plus les super heavyweights étaient super chiants, mais en même temps tu disais c'était unfair, c'était pas du tout équitable. Donc on revenait à des combats quand tu avais un Arreola Adamek, ce que je veux dire c'est que on avait cette sensation, à tort ou à raison, de se lancer dans un combat équitable. Et dans un combat, je vous conseille vraiment, parce que pour deux poids lourds, et pour des poids lourds, pour tous ceux qui nous regarderaient, qui veulent se développer en tant que poids lourd, qui développent leur IQ box en tant que poids lourd, qui sont dans des recherches de combat aussi pour s'affirmer en tant que poids lourd, tous les sportifs qui nous regardent. Moi je trouve que c'est un excellentissime combat à regarder parce que c'est deux mecs, et c'est très visible chez Adamek, qui n'oublient pas leurs fondamentaux, qui n'oublient pas leur posture, qui n'oublient pas vraiment les fondamentaux qu'on essaye euh, euh, bien sûr d'inculquer à, tout mec qui se lance dans la boxe. Et c'est là que tu vois aussi que finalement voir un combat où les fondamentaux sont là, l'intensité est là chez les poids lourds, bah c'est assez rare. Parce que c'est assez rare d'avoir comment dire, d'avoir un combat qui te permet d'apprécier l'exigence technique et le défi physique. Et c'est exactement, et c'est ça, ils vont au bout d'eux-mêmes. C'est un très beau combat, je trouve. Alors, est-ce qu'il est hollywoodien ou est-ce qu'il est spectaculaire? Non, mais si tu as une recherche beaucoup plus précise et pointue, tu vas y trouver ton compte. Moi, je trouve que c'est un extraordinaire combat à analyser. Et donc, Arreola, là, encore une fois, on se demande, a-t-il été un peu dans le dilettantisme pour se préparer? Parce que il laisse Adamek boxer, avoir ses séquences purement boxe, ce qu'il met en avant, et à un certain moment du combat, Arreola se sachant derrière, ça commence à avancer. Ça commence à être beaucoup plus actif. Ça commence parce que toujours ce sentiment avec Arreola, tu sais, qui est dos au mur, et donc là, ça commence à partir. Je me souviens quand même à partir du 10e round, et il fait très mal à Adamek qui franchement s'en sort parce que Arreola a démarré trop tard mais il s'en sort. Il y aurait eu un, je sais plus si c'était en 10 ou en 12 rounds, mais il y aurait eu un 13e round. C'était pas garanti qu'il le finisse, le Adamek. Bon, bref, Adamek est déclaré vainqueur. À vérifier où ça se fait, parce que je crois que ça se fait à Chicago, si je me trompe pas. Quand t'as un Polonais à Chicago,
c'est dur de te battre. Tu vois ce que je veux dire? Ça va être compliqué. Ça va être compliqué d'avoir la score 4. Donc à vérifier où ça s'est fait, je peux me tromper. Je vous parle vraiment de mémoire. Mais donc, finalement, Chris, même s'il perd, et c'est une majority decision, ça veut dire qu'il y a un juge qui voit un match nul. Pour vous dire que c'était vraiment, vraiment serré. D'ailleurs, dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez de ce combat et dites-moi comment vous le jugez. Mais bref, combat à réévaluer. Et finalement, un grand combat de Aerola qui va au cœur. Qui va au cœur. Voilà. Cette séquence Adamek qui, je pense, à un combat important quand Aerola aura définitivement arrêté sa carrière, parce que c'est le genre de combat de qualité qui fait dire ah, attendez, ça c'est des moments de qualité que je vous ai proposés dans ma carrière, et donc pour le juger plus précisément, on a besoin de connaître ces combats. Et va continuer d'être dans le top, les années passent, et puis on va arriver sur une séquence qui est une séquence extrêmement importante à mes yeux dans l'histoire moderne des poids lourds, une séquence déjà oubliée pratiquement par tous, pas par vous les fans, je sais bien, mais un duel, là il va peut-être que c'est vraiment le duel de sa carrière, c'est l'adversaire de sa carrière. Voilà, c'est très important pour nous francophones, parce que c'est un mec de Montréal, et ils vont proposer un vrai duel. C'est l'un pour l'autre, c'est le grand adversaire de l'un et de l'autre. Voilà. Donc, et c'est pour la ceinture de WBC, l'authentique, si l'on peut dire. Donc c'est un vrai championnat du monde. Le premier aura lieu sur HBO, le deuxième aura lieu sur ESPN, ce qui ajoute un petit charme aussi, commenté par Teddy Atlas, évidemment. Et ce dont je veux vous parler, c'est ce duel qui va se passer sur une temporalité de 2 grosses années. C'est contre Bermane Stiverne. Voilà. Je vous montre cette photo avec Jack Ruiz au milieu. Et avec 2 grands combats poids lourds. Encore une fois, où tu te dis c'est des combats poids lourds équitables. Où on est sur des poids lourds traditionnels. On est sur quelque chose, j'ai envie de te dire presque des poids lourds naturels. Et on est sur un charme finalement qui est devenu un charme suranné, qui est devenu un charme dont j'ai peur qu'on oublie complètement sa valeur, les jeunes générations, alors qu'il y a un camion qui passe encore une fois à côté, les joies du faux direct, c'est un charme dont j'ai peur que les jeunes générations n'aient plus l'éducation. On est tellement habitué à des Joshua, on est tellement habitué à des Wilder, on est tellement habitué à des Klitschko, qu'on en oublie ce que c'est vraiment aussi le combat poids lourd ordinaire, traditionnel. Et ça, c'est un charme. Enfin, si vous êtes dans le même délire que moi, ou le même point de vue, Stiverne et Aerola, c'est un charme de dingue. 2 gros combats avec un Aerola qui me paraît très très sérieux, Stiverne qui est certainement à son meilleur, qui est certainement dans cette période de temps à son meilleur, avec un premier combat où Stiverne prend alors je me rappelle bien, prend la décision ou l'arrête. Areola a son short rouge, je crois que ça se passe en Californie déjà, les deux vont se passer en Californie, et enfin, combat dur, combat à l'ancienne, ça frappe, ça boxe bien. Stiverne est plutôt bon dans sa boxe et on le voit très à l'aise dans sa boxe. Areola est avec aussi les fondamentaux et sauvé par ses fondamentaux aussi, ou est toujours dans le combat grâce à ses fondamentaux. Voilà. Donc, combat que je vous conseille. Premier combat, Stiverne gagne la ceinture. Areola, déception. Alors, revoyez-le, mais combat vraiment beau, extrêmement intéressant et peut-être un peu polémique, puisque
Areola se refait entre-temps avec une belle victoire, je me souviens plus contre qui, et il y a la revanche. Il y a la revanche qui se passe justement sur ESPN. Et combat encore meilleur que le premier, mais ça frappe de dingue. Ça frappe de dingue. Les deux en veulent. Il y avait un petit bif d'ailleurs entre eux. Et Steve Hearn va avoir deux ouvertures. Une en début de combat, je crois, c'est au deuxième round. Où c'est poids lourd. Donc quand ça frappe, quand ça connecte, quand c'est poids lourd, ça tombe. Cherche pas à comprendre plus loin. Tu vois, je vous renvoie mon interview avec Simon King qui l'exprimait ça. Il n'y a pas à chercher plus loin. Quand tu as un poids lourd, tu goûteras au tapis d'une façon ou d'une autre. Voilà, c'est ce qui se passe dès le deuxième round. Et puis avec aussi un arrêt, un gros KO, mais c'est considéré comme un arrêt de l'arbitre de Steven au cinquième round avec un crochet, mais je crois que c'est un crochet venu direct de l'enfer. Direct de l'enfer haïtien. Boum! Tu vois, et Steven qui grande victoire de Berman Steamer, grande défaite aussi de Areola, parce que jusqu'à là, tu vois, les moments de comment dire, les moments de moins bien, ça a jamais été des chaos ou là où il craque complètement. Il s'est fait arrêter, son coin l'a déjà arrêté par le passé, mais à ce niveau-là, voilà, on est en 2014 si je ne me trompe pas, puis on se dit, ils ont tout donné quoi. Vraiment, c'est un très beau duel poids lourd. Je vous conseille encore. J'en aurais, tu vois, ce duel-là intrinsèquement, j'en aurais fait des vidéos. Voilà, et c'est deux mecs que j'essaye d'avoir parce que euh, ne serait-ce que pour leur duel, ces deux hommes ne pourront jamais, à mes yeux et aux yeux d'autres fans, être vus de haut en termes de carrière parce qu'ils ont donné ça. Donc voilà, Creed de Chris Areola à ce moment-là. Et parce que, bon là c'est ta deuxième chance mondiale pour la même ceinture d'ailleurs, et ça passe pas. Enfin non, c'est ta troisième chance mondiale, et ça passe pas, mais ça passera certainement jamais. Et c'est là qu'on voit le Chris Areola quand même boxeur pro, boxeur des poids lourds, et qui va rester une figure de cette catégorie des poids lourds, et qui va continuer sa carrière, et c'est une carrière de pro. Voilà, alors on aura toujours ce côté dilettant ou pas, on pourra toujours se questionner parce que Chris va continuer sa carrière, il va prendre du temps et il va plusieurs fois dans sa carrière faire des espaces de temps pour se remettre de ses KO et pas reprendre comme on pouvait faire dans les années 60 ou 70, voilà, parce que il a une carrière aussi qui ressemble à une carrière celle de Jerry Quarry, mais Jerry Quarry, on sait comment il a fini. Donc Areola fait des espaces, et puis c'est un boxeur de Alemon, et donc ça va devenir, quand Alemon doit proposer des combats poids lourds pour son public, parce qu'il y a Wilder qui l'a, il y a aussi Chris Areola, et Chris va faire beaucoup de combats d'encadrement pour remplir les soirées, souvenez-vous, des débuts de PBC, et des soirées PBC, pour les combats d'encadrement, quand il fallait un poids lourd, il y a Chris Areola. Et donc, la carrière de Chris Areola continue, et la carrière, à mes yeux, d'écrivain de boxe, continue à nous proposer des choses qui ont de la substance. La substance à voir pugilistiquement, puis de la substance narrativement aussi. Alors, dans ces soirées PBC, Chris va faire deux combats contre des mecs qui ne peuvent pas prétendre être au top 10 de la catégorie, qui sont des journeymen, mais a-t-il été sérieux pendant son entraînement ou pas, il va se compliquer la vie. Ce qui va faire qu'il va avoir, il va avoir dans des combats, et puis n'oubliez pas aussi que pour ces soi-disant journeymen ou ces boxeurs du quotidien, avoir l'opportunité d'être dans une soirée PBC, c'est-à-dire sur un réseau national, et donc en termes de vue, et peut-être d'avoir la chance d'affronter Areola, qui est un nom, bon, tu prends ta chance, quoi. Tu prends ta chance à fond, et donc peut-être que tu surperformes par rapport à ton niveau
réel. Et c'est ce qui va se passer, ce qui va compliquer la tâche de Chris de façon, voilà, ça va être beaucoup plus compliqué que prévu. Et ça commence, si je ne me trompe pas, en 2015, avec un combat vraiment dur. Et encore une fois, le charme des vrais poids lourds. C'est bizarre que je dis ça, le charme des vrais poids lourds. Mais je pense que vous me comprenez complètement. Va arriver tout de suite avec, voilà, avec Curtis Harper. Quel combat! Ça, c'est du combat. Tu me diras, c'est du combat de bourrin. C'est ça va au mastic, comme dirait l'autre à la radio. Ça va au mastic. Tu sais pas dire plus que ça. Mais Curtis Harper tente sa chance. Lui qu'on n'attend pas, lui qui est là juste pour faire figuration, hein, on ne lui demande pas plus, mais il va tenter sa chance. Parce que il a Areola au bout des poings. Et c'est un très beau combat poids lourd. Voilà, alors on se dit, bah, Areola, là, en fait, c'est devenu son niveau réel, parce qu'il est en galère, mais il sent. Enfin, bref, enfin, voilà, encore une fois, quelle belle expression. Ils vont au mastic. Areola s'ajuste aussi. Tu vois quand même qu'il y a un autre pédigré. Si tu regardes bien, tu vois les ajustements qu'il est en train de faire, mais il se met dans le dur direct, un peu de façon complètement inattendue. Aussi, Curtis Harper a-t-il montré aussi qu'il valait mieux que ce qu'on disait? Moi, je pense que oui, ce soir-là. Et souvenez-vous que Curtis Harper, on le connaît bien. Pourquoi on le connaît? Parce que des années plus tard, 3 ans plus tard, on l'appellera encore de nouveau pour faire prestation dans une soirée PBC à Minneapolis contre Ajagba. Et c'est ce boxeur qui va finalement monter sur ring pour refuser d'affronter Ajagba, c'est-à-dire que quand l'arbitre va, quand le premier gong va sonner, il sort du ring et il repart au vestiaire. Ça a mis bouche bée tout le monde. On lui est tombé dessus, le système lui est tombé dessus. Voilà, il a été la risée du système, mais c'était ne pas connaître, une part, ce qu'il avait fait par le passé. Il avait au moins fait ça. Il a une carrière de journeyman. Il avait au moins proposé ça. Et pourquoi il a fait ça Je pense que le message n'a pas été compris. Je crois qu'il y avait un vrai message derrière. Je vous en ai déjà parlé dans une libre antenne, qui dit beaucoup sur le système box. Et n'oublie pas qu'il fait un suicide. C'est un suicide professionnel comme rarement on peut en voir. Donc je pense qu'il faut que vous restiez choqué par ça, parce que je pense que c'est ce qu'il a voulu faire, c'est choquer les gens. Mais après, malheureusement, les gens n'ont pas réfléchi à ce qu'il a fait. Oui, donc on ne se suicide pas professionnellement parce qu'on n'a pas envie de boxer, parce qu'on est un peu frustré, ou parce on est de mauvaise humeur. Voilà. Et donc, Areola contre Curtis Harper, si vous êtes un amoureux, encore une fois, des poids lourds à l'ancienne, vous allez vous avoir un pesant de cacahuètes. Et puis c'est pas fini, et avec encore un francophone que j'aimerais absolument, j'adorerais si vous êtes en contact avec ce sportif, parce qu'on n'entend plus parler, mais il a eu sa chance aussi sur PBC, et je vais mettre tout de suite cette photo, c'est contre Fred Cassie. Regardez, c'est écrit le boxeur. Alors, contre Fred Cassie, francophone, je ne sais pas où Fred est basé, je crois qu'il est basé aux États-Unis. Si, par chance, vous êtes en contact avec Fred Cassie, j'adorerais l'interviewer. Et donc, dans une soirée publicitaire, encore en sous-carte de je sais plus qui, ils vont nous ressortir un combat de fou. À l'ancienne. Voilà. Chris est pris dans une sorte de piège de sa catégorie. C'est qu'en fait, finalement, il nous ressort toujours ce combat à la dure, où il prend des coups, où il y a un côté sacrificiel qui bien sûr, est inquiétant, parce qu'il prend beaucoup de coups. On se dit, faudrait faire attention. Et donc, il va s'en sortir contre Fred Cassie. Fred Cassie aura des bons moments aussi, mais ce qu'il va apporter, il y a aussi un faux combat contre Kaufman, qui là est un peu frustrant, ou un peu bizarre même, je te dirais,
Mais va arriver en 2016, ce qui se passe, c'est qu'on ne sait plus trop vraiment Areola où il en est après ça. Il est certainement plus le Areola de 2008, ça c'est sûr. Certainement à mes yeux, 2008-2009 c'est son année de pic, tu vois. Il n'est même plus le Areola de 2013, où il performe bien contre Steven, mais voilà, Wilder à l'époque, il a besoin de combat, et il a besoin un petit peu de combat avec des noms, mais en même temps des noms qu'on considère plus ou moins finis, parce que on n'est pas encore très sûr de Wilder, tu vois. Il nous fait une année où il prend dans un combat dur, contre qui? Contre Steven, hein, où là ils sont allés, encore, combat un peu foufou complètement, ce combat, et euh, où il y a des histoires derrière ce combat. Si jamais je pouvais avoir Bernam Steven en interview, vous en sauriez plus. Mais il gagne, euh, rien à dire, la ceinture, et puis après il va avoir une accumulation de mismatch, malgré tout l'amour qu'on a pour Johan Duhaupas. Il n'a pas été pris pour, euh, pour faire autre chose que un mismatch, mais comme Johan y a cru et a proposé mieux que ce que les gens espéraient, voilà, donc ce qui a fait la réputation de Johan, encore une fois, le mec qui est là pour un peu gâcher la fête, c'est pour ça qu'on l'aime, et j'espère qu'il en gâchera encore beaucoup des fêtes, Johan. Mais voilà, donc t'as Johan Duhaupas, après t'as Eric Molina, euh, et ensuite donc il faut un petit peu, parce que les gens ça commence à se voir que quand même pour la ceinture WBC, voilà. Donc le Chris Areola en 2016 ça arrive, mais ça arrive, ça fait du bien au clan Wilder. En plus le clan Wilder s'est bien sorti d'une sale affaire, c'est-à-dire de devoir être obligé d'aller boxer Povetkin en Russie. Povetkin tombe pour dopage. Ouf, on sort cette aiguille du pied, ça fait du bien, et puis après on prend Wilder chez soi en Alabama. On prend Areola chez soi en Alabama. Un Areola, alors je sais pas combien de temps il a eu pour se préparer pour ce combat, s'il n'y avait pas pas mal de problèmes aussi physiques, en termes de blessures, et pas psychologiques, mais en termes de l'extra sportif du côté d'Areola. Mais Areola peut pas faire grand chose encore. Et Areola de toute façon n'est pas un excellentissime boxeur face à des boxeurs plus grands. On le sait depuis Klitschko. Donc voilà, il se fait, mais c'est un sixième round où Wilder, mais en plus il lâche, parce que Areola c'est un rock, pour te l'allonger le Areola. Il faut y aller, hein, il faut y aller. Et donc c'est une pluie de coups, et en plus les coups de Wilder, ça part d'un peu partout, hein, c'est hélicoptère, pap, 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 vous vous souvenez, hein, ça ventile de dingue, mais ça envoie. Mais ça envoie de dingue. Hein. Je veux dire, tu te ferais simplement effroler par un coup de Wilder, surtout de ce soir-là. Déjà, tu vas à l'hôpital. Oui, voilà. Donc, il n'y a rien à faire. Wilder envoie tellement la, la sauce, on voit tellement tout ce qu'il a, il va se blesser, il va carrément se faire une rupture du biceps et se casser la main, si je me crois, enfin, une double blessure pendant ce combat. Wilder qui à cette époque-là se blessait beaucoup, hein. Il sort aussi blessé contre Yuan. Et donc, je vous ai pas mis l'affiche, mais euh, je vous la mets presque en concluant sur ce 16 juillet 2016, où Wilder, souvenez-vous, un magnifique short en hommage à Mohamed Ali qui a disparu quelques semaines auparavant. Mais voilà, Wilder et Areola, là, on te dit, je veux dire, c'est le. Comment je l'interprète, moi, c'est. Il a été un bon employé, tu vois. Et je pense que Alemon peut le remercier parce qu'il a été dans le mode employé. Il l'a fait pour Aemon, j'en suis sûr. Il l'a fait bien sûr pour le chèque, et bon, voilà. Il n'est pas commencé à me dire ça. On boxe pour le chèque,
c'est des prize fighters, donc voilà, chaque combat, on boxe pour le chèque. Mais dans cette configuration-là, j'ai vraiment le sentiment qu'on a eu affaire à un Chris qui, comme beaucoup de boxeurs de Alemon, se sent redevable envers lui, et donc a été un bon employé. Et donc défaite terrible parce que, à part être endommagé, ça n'a rien apporté. Bon, Wilder aussi avait enfin un nom à mettre dans son résumé, parce que ça manquait terriblement. Il y avait que Steven avant ça, donc là il y a Steven Airola qui l'a dans son résumé. Voilà. Donc quid de Airola, on se dit bon, c'est fini. C'est complètement fini. Il va faire un hiatus, encore une fois. Il va arrêter et prendre le temps. Il va revenir avec un petit combat, je sais plus, contre aussi un journeyman. Il faudrait que je vérifie aussi. En tout cas, il n'y a rien pour Chris en 2017. Donc la fin 2016, toute l'année 2017, et je te dirais même toute l'année 2018. Il n'y a pas de, de Chris Airola qui tienne. Il est plus dans les radars, il n'est plus boxeur. Alors, en étant sorti d'un chaos comme ça, je pense qu'il avait été suspendu déjà par les commissions athlétiques. Et voilà, donc en fait, on est sur 2 ans pour savoir s'il continue ou pas, ou se rafraîchir. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est que Airola ne peut plus prétendre à être un contender très très sérieux et vu comme dangereux et sérieux pour un championnat du monde. Non. Mais ce qui n'empêche pas de continuer une carrière de poids lourd et de faire vivre cette catégorie de poids lourd, d'être un poids lourd, je ne dirais pas du quotidien, mais finalement être un poids lourd ordinaire, ce que j'appelle un poids lourd naturel, qui continue sa carrière parce que bon, t'as plus de chance mondiale, mais est-ce que malgré tout, parce que tu n'as pas de chance mondiale, tu dois t'interdire d'essayer d'écrire une belle fin de carrière. Au niveau où il y a encore possibilité d'écrire une belle fin de carrière, et ce qui va arriver. Donc il boxe en 2018 pour se refaire contre un journeyman, j'ai oublié le nom, en décembre 2018, donc voilà, où ça part bien. Et puis, c'est une association, parce que Chris Airola, en fait, a jamais... Le drame de la carrière de Chris Airola, c'est qu'il n'a jamais connecté profondément avec un entraîneur. Tu vois, bien sûr, il a été dirigé par certains entraîneurs, mais tu sais, parfois quand ça clique pas, tu sais, quand tu sens quand il n'y a pas une osmose totale, quand tu sens que l'entraîneur fait son job avec toi, tu sais, ça crée un rapport compliqué. Et Chris Airola, il a été vraiment familier de changer d'entraîneur, de changer de gym. On pensait aussi à un moment qu'il s'entraînait aussi tout seul, aussi, que et donc ça vous dit aussi que malgré tout, malgré que ça soit un nom, il a eu une carrière aussi qui est plus à rapprocher de Johan Duhaupas. Et je trouve il y a beaucoup de similitudes, tu vois. Je trouve que le Airola est aussi une forme de Duhaupas américain, tu vois. Et je pense que Duhaupas, s'il avait eu peut-être plus de connexions, s'il avait pu faire une carrière aussi aux États-Unis, aurait été dans une carrière à la Airola. Ce que je trouve très, très digne et très noble. Hein. Moi, j'en rêverais absolument. Mais il y a un sursaut, et c'est pour ça aussi qu'il est en fin de carrière, tout le monde le sait. La plupart des gens du milieu souhaiteraient qu'il arrête sa carrière. Les gens sont pas très sereins, voilà, mais lui il continue et ça clique d'une certaine façon. On va pas dire c'est pas l'osmose, enfin je veux dire c'est pas. De toute façon, il est trop vieux pour que ça clique
comme un jeune apprenti avec un entraîneur mentor. On n'est plus dans ce genre de relation. Mais enfin, il y a une belle relation qui se naît avec son entraîneur, et c'est Joe Gosson. Avec Joe Gosson, c'est une renaissance de Chris Aerola. Parce que Joe Gosson sait lui parler, parce que Gosson a la finesse de comprendre à qui il parle, à quel moment de la carrière d'Aerola il en est. Et donc, je pense à un discours de vérité qu'ils ont l'un envers l'autre qui passe bien. Et donc, on a une renaissance de Chris Aerola, à son niveau bien sûr. Et c'est toujours ça, contre en décembre 2018. Et puis aussi contre, alors j'adorerais aussi l'interviewer, vous le savez très bien, on passe le message, hein, mes pirates, contre Jean-Pierre Augustin, qui à l'époque, attention s'affiche, 17 combats, je crois qu'il est presque à 15 KO, un truc comme ça, enfin, gros ratio de KO, 17 combats, 17 victoires. 0 défaite, même pas de match nul, je crois, un match nul, enfin bref, même pas, je crois, donc c'est la fiche parfaite, la fiche parfaite. Et donc, Jean-Pierre Augustin, et là, c'est, en plus, le cadre est parfait, Areola a un short, je trouve magnifique ce bleu là, je trouve que c'est un des plus beaux shorts qu'il a eu, avec le combat qui arrive après. Voilà, toujours aux couleurs des Dodgers de Los Angeles. Et contre Jean-Pierre Augustin, dont finalement on a une perf en sous-carte de Errol Spence contre Mickey Garcia, donc au AT Stadium de Dallas, d'Arlington pour Texas plus précisément. On a une perf de Aerola, mais qui va faire suffoquer, qui va outboxer. Augustin a l'air d'être... Alors Augustin lui aussi est un poids lourd naturel, donc c'est-à-dire un petit poids lourd. Tu vois, on est sur un 100 kg, petit poids lourd, gaucher, qui ne peut pas du tout développer quoi que ce soit. Areola est largement dessus, et il est extraordinaire. Pour moi, c'est une des plus grosses renaissances de vétérans que j'ai vu cette dernière décennie, ou depuis un certain temps. C'est vraiment ce soir-là de mars 2019, wow, quelle renaissance, quelle renaissance. Et donc, eh ben, c'est parti de plus belle, quoi. C'est-à-dire que avec une victoire comme ça, Chris peut se relancer. Pourquoi? Peut-être pas pour être un name que tu vas essayer de pousser, mais en tout cas pour faire partie être un nom auquel tu as pensé pour un match-up d'importance chez les poids lourds. Et donc, l'équipe de Alemon PBC le savent très bien. Et arrive ce combat, et là on a le 3 août 2019, dans une année folle. 2019, c'est une année folle. Donc ce combat-là, tu vois, cette date-là, il y avait Jean-Pascal qui était en sous-carte. Elle apparaissait comme, pour beaucoup de gens, l'année était tellement chargée qu'on dit, peut-être on va faire l'impasse là-dessus, parce que on regarde tellement de boxe tout le temps qu'on va peut-être faire des vacances. Non, il ne fallait pas prendre de vacances le 3 août. Voilà. Parce que déjà, Pascal contre Brown, c'était de la folie. Et puis Areola contre Nowaki, là encore, même si à l'écran, tu as l'impression que c'est pas brouillon, je te dirais, mais moi j'ai eu des échos de gens qui étaient dans le stade et qui l'ont vu. C'était extraordinaire, quoi. C'était extraordinaire à suivre ce combat. Donc Konaki, qui était monté par le clan PBC, c'est toujours important d'avoir un boxeur polonais aux États-Unis, parce que la communauté polonaise dans certaines villes est très importante et suit ses boxeurs. Vraiment, et la communauté est derrière ces athlètes. Ce genre de communauté très derrière ces athlètes, les Polonais, les Philippins, bien sûr les Mexicains, mais il y a vraiment des communautés où leurs athlètes les suivent à fond. Les Polonais en font partie. Et donc, Knowaki, on lui propose à Areola en main event. Main event, voilà, dans une soirée qui va beaucoup mieux marcher qu'on ne le croit en plus. Et ils vont sortir le combat où ça va envoyer des coups.
Il va avoir du drame. Areola certainement se fracture la main pendant le combat. Il en souffre. Mais là, en étant avec Joe Gosson, au lieu de tergiverser, d'abandonner, de trop réfléchir, il continue. Gosson, c'est un combat où Gosson arrive à trouver les mots à chaque fois, chaque round, pour que Areola se relance et reste, reste dans le combat. C'est un exemple de combat à écouter pour tous les entraîneurs qui aimeraient avoir des combats références de mecs à étudier. Gosson, dans ce combat-là, il a étudié. Bref, Knowaki va gagner ce combat. Gros combat, ça va au mastic, encore une fois, comme dirait l'autre. Mais voilà, Areola, en tant que vétéran, dans les conditions aussi compliquées que ça, parce qu'on sent qu'il est blessé, je crois, à la mi-combat. Magnifique combat poids lourd, encore une fois, un poids lourd. Magnifique combat de poids lourd qui nous apparaissent comme des poids lourds naturels. Voilà. Et j'ai l'impression, ils sont, ces mecs-là, et surtout Areola, à l'image de cette vraie problématique qu'on a dans cette catégorie, c'est qu'on a deux catégories dans une. On a les poids lourds traditionnels, à l'ancienne, qui ressemblent à des poids lourds des années 70 et 80. Ouais, voilà, 60, 70, 80. Areola, Knowaki, Jean-Pierre Augustin, Fred Cassie, voilà, qui encore le Suédois, là, Wally, non, pas Wally, bon, vous retrouverez les noms, voilà. Et puis tu as ces super heavyweight, grands, ces basketteurs, dessinés comme des Apollons. Tu te demandes si tu n'as pas besoin d'échasses pour leur faire face, ou à une grande échelle, tu vois. Enfin bref, tu as deux catégories dans une, on est bien d'accord. Et moi, celle que j'aime, c'est celle qui ressemble à ça, plutôt à ça. Et donc, voilà. Combat extraordinaire, mais combat qui fait mal. Et avec ce discours qui va suivre, que j'aime pas trop, parce que j'ai de plus en plus de mal avec, on va le mettre là, avec cette figure si importante qu'est Teddy Atlas, parce que depuis, Chris Areola est dans un hiatus, mais on pense à lui pour qui? Pour relancer un autre qui a besoin de se relancer, et qui je pense, exacerbe les défauts d'Areola. Il a les mêmes défauts, mais en plus exacerbés. C'est Andy Ruiz Jr. On parle beaucoup en ce moment, c'est pour ça que je fais la vidéo. Il y a une rumeur sur un Ruiz Jr. contre Areola qui arriverait. Voilà. Bien sûr, pour relancer Ruiz Jr. Hein, on est bien d'accord. Mais Areola, que donnerait-il? Dans quelles conditions irait-il? Moi, effectivement, je ne suis pas totalement aussi convaincu que ça. Je vous ai déjà dit que, dans l'absolu, moi j'aurais adoré qu'un Areola, qui est donc un vétéran, qui a plus rien à prouver et qui peut plus vraiment espérer, qu'on lui propose une très belle sortie et un combat contre Duopa. Qu'est-ce que ça aurait été bien pour les deux? Moi je trouve. Il y aurait eu un charme. Mais bon, je suis un peu seul dans cette idée. Et donc, face à cette rumeur, il y a un Teddy Atlas qui alors milite, écoutez ces derniers podcasts, qui milite pour que Areola ne reboxe pas. Parce que d'après Teddy Atlas, alors je sais pas comment il sait ça, Areola c'est trop dangereux. Alors, tout le monde sait, hein, vu ce qu'il a pris, tout le monde connaît la carrière d'Areola, donc on sait ce qu'il a pris dans la tête. Donc, effectivement, faut pas trop continuer, on est d'accord. Mais est-il physiquement, est-il médicalement amoindri? Je sais pas. Moi, tu ressors d'une guerre contre Knowaki. Je vous conseille de voir ses interviews d'après le combat. Oui, il va à l'hôpital, mais Knowaki aussi vont à l'hôpital pour un check-up obligatoire. Il est frais. Enfin, il est frais dans le sens où il répond aux questions. Il a une lucidité totale, en tout cas. Alors, effectivement, il est suspendu par les deux commissions athlétiques. Voilà. Si on croit Boxrex, ce qui voudrait dire qu'il faut faire attention. Teddy Atlas qui milite pour qu'il ne reboxe pas. Voilà. Alors Teddy Atlas, parfois, il est dans une
dans une honnêteté, authenticité totale, et parfois aussi, il faut que vous compreniez aussi que parfois Teddy Atlas, il est aussi dans un peu une mauvaise foi, il a ses têtes, et aussi Teddy Atlas, ce que je perçois de plus en plus avec lui, c'est qu'il contrôle le narratif, qu'il contrôle les histoires, parce que c'est un très beau parleur. Magnifique parleur, c'est de la soie pour les oreilles, c'est de la musique aux oreilles, les, les, les monologues de Teddy Atlas. Mais ce qu'il avait fait sur Tyson, en quoi il essayait de façon un peu perfide, dans un de ses grands monologues très célèbres chez Joe Rogan, d'essayer de montrer que Tyson était un quitter, et que Tyson était pas un mec qui, tu sais, quand ça devenait compliqué, qui, euh, euh, qui était là. Donc, pour ça, il ne pouvait pas être considéré comme un grand champion, euh, qui pour moi est de l'ordre d'une rhétorique un peu de mauvaise foi. Voilà. Parce que effectivement, Tyson, lui, pétait des plombs dès que la difficulté venait, on est bien d'accord. Mais bon, je veux dire, il y a une carrière amateur, il y a une longue carrière, et des coups, il en a quand même pris, tu vois. Et dans le dur, il l'a quand même été parfois. Et donc, tu vois, Teddy Atlas, il a ses têtes, il a ses bons et ses mauvais côtés, et je pense que je suis assez surpris que personne ne voit aussi le côté Teddy Atlas, le langue de pute, tout simplement. Voilà. Donc, je vous laisse sur cette image. En tout cas, Chris Areola, The Nightmare, c'est l'exemple type d'une carrière de poids lourd, franchement à l'ancienne, avec des rebondissements presque constants pour une grande partie de sa carrière. Voilà. Qu'est-ce qu'est un poids lourd de haut niveau, un poids lourd ordinaire de haut niveau? Eh ben, ça donne Chris Areola, et je trouve qu'il a. Et en plus, c'est finalement, quand tu regardes, parce que le temps passe, c'est quand même une figure de 2 décennies différentes. Et donc, quelqu'un qui, je pense, euh, s'il finit bien sa carrière, peut-être encore un dernier combat ou pas, parce que s'il arrête là-dessus, il arrête sur une très bonne note, et ben c'est une grande carrière qui fait rêver. Si vous êtes poids lourd, si vous commencez votre carrière professionnelle, et ben il faut aussi avoir comment dire, euh, rebalancer les choses et voir que c'est une belle carrière et que ça a de la gueule. Voilà, la carrière de Chris Areola a de la gueule, et repenchez-vous sur certains combats dont je vous ai parlé. Ils valent mieux que ce dont on pense trop rapidement. Voilà, c'était mon portrait de carrière de Chris Areola, comme on fait à l'ancienne. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez toujours supporter le Captain, vous savez qu'il y a le lien PayPal, le lien Tipeee pour supporter le Captain à continuer à vous faire ces vidéos que j'espère hebdomadaires, et si on pouvait rêver, qui seraient quotidiennes si on avait un petit peu plus d'oxygène financier. Donc votre support, comme on dit, est, est vraiment très important et me va droit au cœur. Je vous remercie, je vous laisse avec cette image-là, qui a du punch, et puis on se rejoint bientôt pour d'autres aventures pugilistiques. Salut mes pirates, ciao!